sur le site. On fera pareil avec cette conférence-ci. D'ailleurs, je pense que, alors, Monique ou Yasmine, vous pourriez mettre sur le chat le lien pour le site, comme ça ils peuvent voir les autres conférences et ils vont savoir que celle-ci, elle sera mise aussi à la disposition de tous. Donc, sans plus tarder, j'aimerais présenter donc Philippe Blanchet, qui est professeur des universités, enseignant-chercheur et directeur de recherche en sciences du langage, spécialiste de sociolinguistique, communication plurilingue et interculturelle et didactique des langues. Il est maintenant président du conseil académique de l'université Rennes 2. Il est aussi membre élu du Conseil national de l'enseignement supérieur de la recherche et du Conseil supérieur de l'éducation. Il a plusieurs publications, il a dirigé plusieurs recherches et ses thèmes de recherche sont les enjeux sociopolitiques et scientifiques de la pluralité linguistique et culturelle, didactique de la pluralité linguistique et des relations interculturelles, politique linguistique éducative et glottophobie, c'est-à-dire les discriminations linguistiques, et discours politique, médiatique, institutionnel portant sur des questions de langue, d'identité, de relations interculturelles. Alors, son CV est vraiment grand. Je vais pas, si je commence à le lire, ça va prendre la place de toute la conférence, donc je ne vais pas le faire. Par contre, je vais mettre sur le chat, je vais mettre le lien, d'accord? Si vous voulez voir un peu plus le lien pour son CV, comme ça, vous aurez l'occasion de voir ses publications, etc. Et pour moi, c'est un vrai plaisir de recevoir Philippe Blanchet ici parce qu'on a déjà travaillé ensemble dans quelques projets internationaux et c'est toujours un plaisir de pouvoir l'écouter sur cette question qui est tellement importante, donc liée aux pluralités. On va mettre comme ça au pluriel. Certains parmi vous doivent aussi connaître un livre que nous avons organisé où il y a une préface très intéressante de Philippe Blanchet à ce sujet. Je vais aussi mettre sur les chats. Et sans plus tarder, Philippe, merci beaucoup et je te passe la parole. Bon, écoute, merci beaucoup, Eliane, pour cette très aimable présentation. Merci aussi beaucoup à tous et à toutes pour votre intérêt, pour mon travail, pour cette invitation. J'ai toujours grand plaisir à partager et à discuter. J'aurais évidemment préféré vous avoir rejoint à São Paulo, mais bon, comme vous le savez, d'une part, en ce moment, les voyages restent encore un petit peu compliqués. Et d'autre part, comme Eliane Louzada vient de vous le dire, j'ai un agenda extrêmement rempli vu mes fonctions, ce qui fait que je vous ai rejoint à la dernière minute et que je vous quitterai aussitôt après pour courir vers autre chose. Mais quand même, il me semble important de maintenir ces moments d'échange. Donc, je vais effectivement vous proposer de réfléchir à l'une des façons d'intégrer, d'interroger la pluralité linguistique dans l'enseignement du français, qui est de l'envisager dans une dimension francophone au lieu de l'envisager, comme on le fait trop souvent traditionnellement, dans une dimension franco-centrée, pour ne pas dire pariso-centrée. Je suis ravi parce que je vois que cette entrée que j'ai proposée depuis quelques mois maintenant, en tout cas, oui, mettons 1 an et demi, à divers partenaires avec lesquels j'ai l'habitude de travailler, semble retenir l'attention. Donc, je suis ravi de ça. Donc, je vais vous demander l'autorisation, si ça n'a pas déjà été fait, oui, voilà, de partager mon écran pour que je puisse utiliser le diaporama que j'ai préparé. Hop, pour l'instant, je ne peux pas. C'est bon, Philippe, tu peux. Merci beaucoup. Effectivement, je peux. Voilà. Donc, normalement, vous devez commencer à voir s'afficher sur l'écran le diaporama que j'ai préparé. C'est bien ça, vous le voyez? Bon, et manifestement, vous m'entendez bien. Donc voilà, je vais essayer de vous convaincre de l'intérêt d'intégrer une dimension francophone dans l'enseignement de ce qu'on appelle traditionnellement le français langue étrangère, du point de vue justement d'une approche plurielle, on va dire, de l'enseignement des langues en général.
Alors pour ça, j'ai donc préparé un petit diaporama et voici le plan que je vous propose de suivre. Dans un premier temps, revenir sur ce qui est le fondement même de l'existence de l'enseignement du français langue étrangère aujourd'hui, qui est l'histoire de la diffusion du français dans le monde. Et je tirerai de cette histoire un certain nombre de conclusions sur justement sa dimension plus internationale que française. Cette dimension internationale, je vous proposerai dans un deuxième temps de l'analyser selon une typologie des situations francophones. Je vous proposerai dans un troisième temps de voir ce que cette expansion francophone dans le monde rencontre comme axe de variation linguistique, puisque, et vous voyez que c'est là que va arriver la question de la pluralité, dans un premier temps de la langue française, mais aussi des autres langues avec lesquelles le français est en contact. Je vous en donnerai des exemples, y compris parce que c'est toujours amusant, c'est toujours sympathique d'observer avec curiosité cette diversité du français au contact d'autres langues dans le monde. Et puis, dans le dernier temps, j'essaierai de vous expliquer pourquoi et comment, parce que c'est souvent la question qui se pose, pourquoi introduire cette dimension francophone internationale dans l'enseignement du FLE, mais surtout comment, parce que quand on propose ce qui peut paraître une innovation, qui n'est peut-être pas pour tout le monde parmi vous aujourd'hui, peut-être que ce que je vais dire, vous en êtes déjà, au moins pour certains et certaines convaincus, mais pour d'autres, ça peut paraître une nouveauté et se pose toujours la question de oui, mais comment on fait, avec quels outils, avec quels supports, comment on travaille ça dans une classe. Je comprends la légitimité de cette question très concrète et donc je vais essayer de vous proposer quelques pistes pour y répondre. Et puis, il nous restera, je pense, en gros une demi-heure de discussion. Alors, d'abord, cette petite histoire, alors évidemment qui va être très courte et très schématique, de la diffusion du français dans le monde, je vous propose de la répartir en 3 grandes périodes que vous voyez s'afficher sur l'écran ici. Je vais vous expliquer en gros ce que je propose ainsi. D'abord, une première grande période qui est une période qui court du XVIe au XIXe siècle, qui est la période que j'appelle la période de diffusion élitaire, parce que c'est la période où le français devient, à partir du XVIe siècle, la langue du pouvoir royal dans le royaume de France, en l'occurrence dans sa capitale, là où est le roi à Paris et où est la cour du roi à Paris. Et je vous le rappelle, Paris est à l'époque déjà la plus grande ville du monde européen. À l'époque, on ne sait pas quelles sont les autres grandes villes ailleurs, puisqu'on commence à peine à aller au-delà de l'Europe pour les Européens, bien sûr, pas pour les autres. Mais c'est déjà une très, très grande ville qui rayonne sur toute l'Europe et le Royaume de France est une des grandes puissances politiques et culturelles à cette époque-là, ce qui fait qu'il va y avoir une diffusion du français comme langue du pouvoir, comme langue des élites, comme langue d'une certaine culture. Et entre le XVIe et le XIXe siècle, c'est l'époque où on voit le français être utilisé comme langue des relations diplomatiques entre les monarques de différents États du monde européen, on va dire, et aux alentours. Je pense au bassin méditerranéen. C'est l'époque où on voit des artistes, des écrivains, des intellectuels qui viennent d'ailleurs en Europe choisir de s'exprimer en français, y compris en remplacement du latin qui petit à petit perd sa prééminence, perd sa domination, pour être remplacé par un certain nombre de langues, disons qu'à l'époque on appelle vulgaires, mais qui sont des langues, disons, issues de la population, mais qui sont cultivées, élaborées particulièrement dans des élites politiques, économiques, culturelles, intellectuelles. Et c'est pour ça que je parle de cette période de diffusion élitaire du français qui va lui donner déjà une aura et un poids international. Vous allez voir que je ne néglige pas le fait que cette diffusion a évidemment des aspects aussi tout à fait négatifs. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans la deuxième période, qui court du 19e au milieu du 20e siècle, que j'appelle la période de diffusion totalitaire, et vous voyez là un adjectif tout à fait négatif, élitaire et pour partie négatif d'ailleurs, puisqu'il exclut une grande partie de la population, mais totalitaire est encore plus négatif. Alors cette période commence au 19e, c'est-à-dire en même temps
que se termine la période de diffusion élitaire du français. Vous voyez qu'elle se superpose, elle se chevauche un peu, hein, et elle va durer jusqu'au milieu du XXe siècle, parce que le milieu du XXe siècle, ça va être la principale période de décolonisation. Alors, ce qui caractérise cette deuxième période de diffusion du français dans le monde, d'abord c'est sa mondialisation, hein, c'est le fait que le français commence à être diffusé bien au-delà de l'Europe et de ses alentours, sur tous les continents, principalement par le processus de colonisation. Alors, ce processus avait commencé avant, notamment sur le continent américain, sur votre continent. Il avait commencé finalement dès le XVIe siècle, hein, avec les premières installations de colons européens dans tout le continent américain, et notamment de colons venus de la France, ou de ce qui est aujourd'hui la France, parce que ça a beaucoup changé entre-temps, et qui s'installe, comme vous le savez, notamment en Amérique du Nord, dans ce qui est aujourd'hui le Canada francophone, une partie des États-Unis actuels, mais aussi la Caraïbe. Il en reste des traces, puisque certaines des Caraïbes sont aujourd'hui encore des territoires français, et y compris, mais de façon moindre, en Amérique du Sud. Il reste, comme vous le savez, un territoire voisin du Brésil, qui est la Guyane française. Mais en même temps, c'est à partir du XIXe siècle surtout que l'empire colonial français se développe de façon très intense, notamment sur tout le continent africain, dans l'ensemble du Maghreb, sur une grande partie de l'Afrique subsaharienne, l'Afrique occidentale, l'Afrique centrale, et aussi c'est l'époque où l'empire français, l'empire colonial français, s'installe aussi dans l'océan Indien, hein, en prenant le pouvoir à Madagascar, à la Réunion, pendant un certain temps à ce qui est aujourd'hui l'île Maurice. Ensuite, parce qu'il y a des guerres entre les empires coloniaux, c'est l'empire colonial britannique qui prend le pouvoir sur l'île Maurice, en partie en Inde, hein, dans ce qu'on appelait les comptoirs de l'Inde, et il en reste des traces aujourd'hui autour de Pondichéry en Inde, en Asie du Sud-Est, hein, autour de ce qu'on a appelé à l'époque coloniale française l'Indochine, le Vietnam, enfin actuellement notamment le Vietnam et le Cambodge, et même le Pacifique, avec un certain nombre d'îles du Pacifique autour de la Polynésie et de l'Austronésie, la Nouvelle-Calédonie, qui deviennent des colonies françaises. Donc vous voyez que c'est le monde entier à partir du XIXe siècle qui est en partie colonisé par la puissance française, en même temps qu'il est en partie colonisé par la puissance britannique, sachant que les puissances espagnoles et portugaises ont plutôt colonisé précédemment, et plutôt presque exclusivement le continent américain, vous le savez bien, puisque c'est votre propre histoire. Et du coup, il y a une histoire particulière des colonies américaines, puisqu'elles obtiennent l'indépendance beaucoup plus tôt, mais sous une forme différente, puisque ce n'est pas les populations autochtones qui obtiennent l'indépendance, mais les colons qui se séparent de leur pouvoir de tutelle, etc. Je ne vous refais pas l'histoire. Bref, tout ça pour vous dire que cette période est une période où le français se répand largement sur Terre. Ça ne veut pas dire que le français est parlé partout, dans toutes les populations qui sont soumises au pouvoir français. Ça veut dire que ces sociétés-là entrent dans le giron francophone, et que au moment de leurs indépendances au XXe siècle, les graines de francophonie qui ont été semées par la colonisation, bon gré mal gré, souvent mal gré, c'est pour ça que je parle de diffusion totalitaire, ça a été imposé, évidemment, la colonisation est toujours une imposition par la force militaire et économique et politique, hein, mais ces graines-là vont finir par développer la francophonie du troisième type, celle qui se développe justement au cours du XXe et jusqu'aujourd'hui au XXIe siècle, et que j'ai appelée la période de diffusion altéritaire du français dans le monde, puisque progressivement au XXe siècle naissent des mouvements de revendication anticoloniale dans une bonne partie de l'Empire français, qui aboutissent en grande partie
à l'indépendance de ces territoires, pas de tous, hein, mais d'une partie de ces territoires. En gros, entre 1954 et 1962, c'est 90% de l'empire colonial français qui accède à l'indépendance. Il va rester des colonies dont certaines accéderont à l'indépendance un peu plus tard, et puis d'autres qui n'accéderont pas à l'indépendance, soit parce qu'il n'y a pas eu de mouvement suffisamment puissant pour l'obtenir, soit parce que l'État français a maintenu sa position dominante, y compris sur certains territoires que la communauté internationale considère comme finalement ne devant pas continuer à appartenir à la France. Je pense par exemple à Mayotte, hein, qui est une île de l'océan Indien, qui est aujourd'hui un département français, mais qui n'est pas reconnu comme tel par l'Organisation des Nations Unies, qui considère que Mayotte appartient à l'archipel des Comores et que elle est dans la liste des territoires à décoloniser pour les Nations Unies. C'est pour vous dire que ce processus n'est pas terminé. Vous savez d'ailleurs que la Nouvelle-Calédonie, qui est encore aujourd'hui un territoire appartenant à la France, suit depuis plusieurs décennies un processus d'autodétermination. Il doit y avoir un troisième référendum normalement à la fin de l'année 2021 pour décider ou non si la Nouvelle-Calédonie devient un État indépendant de la France, probablement sous le nom de Kanaki, ou si elle reste un territoire français, et c'est organisé, y compris avec la collaboration des autorités françaises, qui montre bien que le processus de prise en main par les populations de ces territoires est bien un processus qui continue aujourd'hui. Alors, ce processus de décolonisation a une caractéristique intéressante pour nous. Là aussi, bon gré mal gré, les sociétés qui deviennent indépendantes sont des sociétés qui ont été fortement façonnées par le pouvoir colonial, y compris dans leurs frontières, mais aussi dans leur organisation administrative. Les groupes qui, dans les pays en question, ont obtenu l'indépendance sont la plupart du temps des gens qui avaient acquis une éducation coloniale, c'est-à-dire qui savaient le français et qui l'utilisaient avec une grande aisance, qui avaient compris la pensée politique de l'État français pour pouvoir justement lutter contre. Et donc, c'est des intellectuels francophones formés à la française qui souvent deviennent les nouvelles élites politiques des pays nouvellement indépendants. Si vous ajoutez à ça qu'on leur laisse des administrations organisées à la française, si vous ajoutez à ça que quand un pays a été colonisé pendant des siècles, ou au moins des décennies, il faut tout reconstruire et que ça ne se fait pas du jour au lendemain, plus toute une série d'autres raisons dont on pourra discuter tout à l'heure si vous voulez, on comprend pourquoi la plupart de ces pays se soient retrouvés obligés de choisir, vous voyez, hein, obligés de choisir, de rester francophone et de continuer à utiliser le français comme langue souvent officielle, langue de l'éducation, langue de l'administration, de la justice, etc. Alors, souvent, une autre langue y a été ajoutée, soit tout de suite, soit plus tard, et même plusieurs autres langues, mais le français y a conservé une place souvent dominante. Même au Maghreb, où il y a un rival important qui est l'arabe standard, le français reste une langue aujourd'hui importante dans le système politique, éducatif, culturel des trois pays du Maghreb. Et donc, toutes ces populations vont recevoir une éducation en français qui était réservée à des minorités à l'époque coloniale. Il s'agissait juste de former les cadres locaux, autochtones, qui servaient d'intermédiaires entre le pouvoir colonial et la population. À partir des indépendances, il s'agit de donner une éducation à toute la population. Et qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire, dans un premier temps en tout cas, pendant quelques décennies, parfois jusqu'à aujourd'hui dans certains pays, une éducation à peu près entièrement et exclusivement en langue française. Et donc, c'est une chose qui n'est pas assez connue, c'est à partir des indépendances que ces sociétés deviennent beaucoup plus largement francophones qu'elles ne l'étaient avant. Alors, j'appelle ça une diffusion altéritaire parce que ça veut dire que c'est une appropriation du français par des sociétés plutôt indépendante, vous voyez que je suis prudent dans ma formulation, hein, qui se produit, y compris du coup avec
une forme de généralisation dans certaines sociétés ou de grande diffusion, dans les pays du Maghreb, dans les pays d'Afrique centrale, par exemple. Vous savez que le Congo et l'Algérie sont les deux pays les plus francophones du monde en quantité d'usagers aujourd'hui après la France. Ces gens-là, évidemment, s'approprient le français, le façonnent à leur mode de vie, à leurs besoins de communication, à leur environnement, à leur système politique, etc., à leur système culturel, et donc créent de la diversité à l'intérieur de la langue française parce que commence à apparaître, en gros, une façon algérienne de parler français, une façon marocaine, une façon congolaise, une façon sénégalaise, malgache, mais aussi, bien sûr, une façon réunionnaise ou martiniquaise et bien sûr, vous le savez, québécoise, acadienne, etc., de parler français. Et donc, ça fait entrer de l'altérité dans la langue française à un moment où les gens ne subissent plus le français comme une langue qui leur est exclusivement imposée par la force, mais où il y a aussi bon gré mal gré, une forme d'appropriation du français. Vous connaissez probablement cette belle formule de l'écrivain algérien Yassine Kateb qui disait que le français était en Algérie un butin de guerre. On a pris le français au pouvoir colonial et on l'a gardé, on en a fait quelque chose pour la société algérienne. Et donc, vous voyez que petit à petit, à travers le temps, le français se diffuse dans tous les cas très largement au-delà de sa zone d'origine et qu'au fur et à mesure qu'il se diffuse, il s'enracine d'une certaine façon dans des sociétés, dans des populations différentes et qu'il se diversifie. Et c'est ça qui me paraît être un élément important pour mieux comprendre ce qu'est le français aujourd'hui, qui n'est plus du tout exclusivement la langue ni de la population populaire parisienne, ni des classes aristocratiques de la cour du roi de France à Paris. Voilà un peu sur la carte du monde le petit résumé géographique de ce que je viens de vous raconter. Vous voyez à partir notamment de la façade atlantique du Royaume de France et aussi de ports de Méditerranée, on voit se diffuser petit à petit des populations plus ou moins francophones venues de France et avec elles, progressivement, petit à petit, le français dans une grande partie du monde, mais vous le voyez évidemment surtout sur le continent africain, au Maghreb, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. La deuxième expansion du français dont je vous ai parlé aboutit à cet empire colonial. Alors, je vous montre ici une carte d'un manuel scolaire français de l'époque coloniale, donc avant 1960, manuel scolaire utilisé en France, et vous voyez la carte qui vous montre où sont les colonies françaises dans le monde, et vous voyez qu'il y en a... Je pense que vous devez voir ma souris se promener sur votre écran, bien sûr dans la zone dont je vous parlais tout à l'heure, mais vous voyez qu'il y a des traits soulignés un peu partout, sur tous les continents du monde. Alors, je vous ramène ici en France pour vous donner une information, ou vous rappeler une information complémentaire qui, à mes yeux, est importante, qui est le fait que le français a été répandu en France à peu près en même temps qu'il a été répandu dans le monde, ou à peine un peu plus tôt. C'est-à-dire, je vous donne tout de suite ma conclusion, c'est-à-dire que finalement, le français n'est pas plus la langue de la France qu'il n'est la langue des francophones du monde, puisque les francophones du monde se le sont appropriés d'une part, et que d'autre part, le français n'est pas la langue de toute la France. Au départ, vous le voyez sur la carte de gauche, le français est la langue de cette partie de la France qui est autour de Paris, de la région parisienne, du bassin parisien, qui d'ailleurs au départ est le royaume de France. Au tout début, au Moyen-Âge, le royaume de France est ici. Il y a d'ailleurs encore aujourd'hui des villes qui s'appellent quelque chose en France, dans la région ici, notamment le célèbre aéroport Roissy-Charles de Gaulle qui se trouve sur une commune qui s'appelle Roissy en France, parce qu'au départ, la France, c'est ça. Et tout ce que vous voyez sur cette carte, ce sont les autres langues de France dans d'autres pays qui ont pu être des États indépendants avec des statuts divers qui ont été progressivement conquis parfois sous une forme quasi coloniale par le Royaume de France, parfois intégrés par des accords diplomatiques.
sans jamais demander leur accord aux populations, bien sûr. Parfois, ça a été conquis, puis perdu, puis reconquis, puis reperdu. Pensez à l'histoire de l'Alsace, par exemple. Et vous voyez que vous avez ici tout un ensemble en vers de langues romanes, qu'on appelle les langues gallo-romanes septentrionales, qui sont des langues de la même famille que le français. Les linguistes appellent ça les langues d'Oïl, et vous y voyez peut-être que ça, c'est un peu plus connu pour vous, le picard et le ch'timi, qui sont des variétés qu'on entend souvent dans le cinéma français, mais vous voyez un peu partout, notamment le normand, le gallo, le poitou. Dans la zone ici avec des rouges, vous avez les langues qu'on appelle romanes méridionales de France. Moi, la mienne, c'est celle-ci, le provençal. Moi, je suis né là. Ma famille est originaire d'ici, de cette zone-là. Et donc, vous voyez ici toute une série de langues. De la même façon, ici, des langues que les linguistes appellent franco-provençales parce qu'elles semblent intermédiaires entre la partie française et la partie provençale, qui sont à cheval sur le nord de l'Italie, la Suisse et une partie de la France. Vous avez ici des langues germaniques, le flamand, l'alsacien, le francique. À l'ouest, une langue celtique, le breton. Ici, une langue qui est une famille à elle toute seule, qui est le basque, que vous connaissez évidemment, plus d'autres langues romanes encore plus méridionales, comme le corse qui est plutôt du côté italique ou le catalan qui est plutôt du côté ibérique. Je vous raconte ça pour bien vous montrer que finalement, le français n'est pas plus la langue de la France qu'il n'est la langue, ni moins bien sûr, qu'il n'est la langue des autres francophones du monde. Et c'est la raison pour laquelle je vous présente la carte qui est à droite. Cette carte est une carte qui représente les résultats d'une enquête qui a été menée à la demande du ministre de l'Instruction publique en France en 1863. Il a demandé à tous les préfets des départements, donc je suppose que vous savez un peu comment est organisé ce pays-là, mais depuis la Révolution française, la France est découpée en départements, vous les voyez ici tous, voilà, qui sont dirigés par un préfet. Le préfet représente le pouvoir central parisien. Et ces préfets ont demandé à tous les maires de toutes les communes de leur indiquer dans quelle langue on communique principalement dans la commune en question. Alors, l'enquête n'a pas été faite partout, et vous voyez qu'il y a toute une zone où l'enquête n'a pas été faite, mais dans les zones où elle a été faite, qui sont plutôt les zones où il y a des langues nettement caractérisées comme des langues différentes du français, vous avez des résultats intéressants. On est donc en 1863, très tardivement, dans la deuxième moitié du 19e siècle, et je vais vous prendre seulement deux exemples. Le département d'où est originaire ma famille ici, le département du Var en Provence, est indiqué comme ayant toutes ou presque toutes les communes non francophones. Ça veut dire on ne parle français à peu près nulle part en 1863 dans ce département. Et moi, aujourd'hui, je vous parle depuis ce département-là grâce au miracle de la technologie. Et je suis ici précisément, en Bretagne, tout au bout de la Bretagne, en zone de bretonne. Et vous voyez que c'est la même chose. Tout ou presque les communes sont non francophones. Il ne faut pas oublier ça, c'est que jusqu'à la fin du 19e siècle, le français n'est répandu en France que très progressivement et seulement comme langue du pouvoir, comme langue des élites économiques, bourgeoises, aristocratiques, intellectuelles éventuellement, mais que la grande majorité des populations est encore non francophone. Moi, dans la ville où je suis né, à Marseille, qui est ici, qui est une, voilà, Marseille est là, vous voyez ma souris, qui est une des trois plus grandes villes de France aujourd'hui. Au début du XXe siècle, quand sont nés mes grands-parents, on y parlait très peu français. J'en ai de nombreux témoignages, y compris ma propre grand-mère, qui a appris le français à l'école et qui me racontait qu'avec ses voisins et ses voisines dans son quartier, tout le monde parlait provençal ou italien parce qu'il y avait beaucoup de gens d'Italie, mais on ne parlait pas français. Et je vous donne une toute petite anecdote intéressante. Une étude faite en 1920 témoigne du fait qu'à Marseille, donc à l'époque la deuxième plus grande ville de France, le plus grand port de France, quand dans un magasin, le commerçant parlait français, il mettait sur la vitrine, sur la porte du magasin, un écriteau avec écrit « Ici, on parle français ». Parce que c'était rare les magasins dans lesquels on pouvait parler français à Marseille en 1920, c'est-à-dire il y a à peine un siècle. La francisation de la France se fait surtout dans la première moitié du XXe siècle. Et là, elle se fait de façon très rapide à cause de l'école obligatoire,
de lois qui obligent l'usage du français, qui interdisent l'usage d'autres langues, etc. Et on considère en général que les premières générations qui ont été massivement, majoritairement élevées par leurs parents en langue française en France sont celles qui sont nées à partir des années 1950, après la Seconde Guerre mondiale. Et vous voyez qu'on est à peu près à la même époque où le reste de l'empire colonial français va accéder à l'indépendance et où le français va être utilisé comme langue d'éducation des populations. Donc, vous voyez bien ma conclusion historique, elle est celle-ci. Le français n'est pas plus la langue de la France, où en fin de compte, il est répandu de façon assez récente, que la langue du reste du monde francophone, où il s'est répandu à peu près, peut-être à une génération près, à 1 ou 2 décennies près, à la même période. Du coup, ça veut dire que, bien sûr, on a obligé une grande partie des gens à parler français, à s'approprier le français, mais une fois qu'ils l'ont fait, qu'ils l'ont transmis et qu'ils l'utilisent, ça devient aussi leur langue d'une certaine façon. Et donc, le français est, depuis très longtemps, et dans sa dynamique principale, une langue à dimension internationale et non pas une langue française, exclusivement française, ni même une langue exclusivement, évidemment, parisienne, bien que ce soit de là qu'il soit originaire au départ. Alors, ça donne ici l'ensemble des zones du monde dans lesquelles le français est, comme le dit cette carte qui a été réalisée par l'Organisation internationale de la francophonie, une réalité quotidienne, c'est-à-dire là où on parle français tous les jours, où il y a au moins une partie de la population qui vit en français, qui travaille en français, qui étudie en français tous les jours. Et vous voyez que ça couvre tous les continents avec une partie forte dans une partie de l'Europe, dans une partie de l'Amérique du Nord et dans une grande partie du continent africain et des îles proches dans l'océan Indien. Alors, ça aboutit à l'existence de quelque chose qu'on appelle la francophonie. Mais je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il faut, dans un premier temps, distinguer ce qu'on appelle la francophonie et qu'on écrit avec un petit f, qui est la francophonie linguistique, c'est-à-dire les usages du français, et la francophonie institutionnelle et politique, celle qu'on écrit en général avec un F majuscule, avec un F en capital, qui est la francophonie de l'Organisation internationale de la francophonie. Vous avez ici une carte qui vous présente les États membres, si mes souvenirs sont bons, ils sont 88 aujourd'hui, les 88 États membres à des degrés divers de l'Organisation internationale de la francophonie, qui est la plus grande organisation intergouvernementale du monde après l'ONU. Ce qui dit quand même la force que ça représente en termes d'organisation politique francophone dans le monde. Alors, il y a, vous le voyez, des États membres, les États qui sont de plein droit, donc qui ont le droit de vote, qui sont membres, dont les chefs d'État participent au sommet, les ministres de l'éducation à la conférence des ministres de l'éducation francophone, etc. Il y a des États qui sont associés, ceux qui sont en orange, je vais revenir juste après, qui sont, disons, dans une situation intermédiaire. Ils peuvent participer à certaines réunions et donner leur avis, mais ils ne participent pas à toutes les décisions et notamment aux principales décisions politiques. Et puis, vous avez des États qu'on appelle observateurs qui s'intéressent à ce qui se passe dans cette institution internationale, dans cette organisation intergouvernementale, mais qui n'en sont pas membres, qui observent parce qu'ils ont des intérêts communs, parce que leurs voisins sont des États francophones, etc. La carte le montre d'ailleurs assez bien. Vous voyez que vous avez alors des États observateurs. Un État observateur, par exemple, ici, c'est le Mozambique, et vous comprenez assez facilement pourquoi le Mozambique est observateur. C'est parce que ses voisins, parmi ses grands voisins les plus proches, il y a et notamment son voisin direct, Madagascar, des États où le français est langue officielle et qui participent pleinement à l'OIF. Vous avez la même chose avec ici un certain nombre, vous le voyez, d'États ou de gouvernements
provinces d'Amérique centrale et Caraïbes, parce que c'est un des noyaux de la francophonie, comme vous le savez, avec un certain nombre d'États francophones, de départements qui appartiennent encore à la France ou qui sont devenus indépendants, comme Haïti par exemple, et des zones comme vous connaissez l'histoire francophone de la Louisiane. Parmi ces membres, ces observateurs, vous avez un État ici comme l'Argentine, que vous connaissez bien, hein, qui, comme vous le savez, comme son voisin l'Uruguay, et comme d'ailleurs une certaine tradition de l'ensemble de l'Amérique latine, de l'Amérique du Sud, a une culture francophone et un attachement, disons plutôt du côté intellectuel et artistique à la francophonie, qui est bien connue, scientifique aussi, qui est bien connue. C'est votre histoire à vous, vous la connaissez et je ne vous en reparle pas. Cette liste des États membres, des États observateurs et des États associés, vous la voyez ici à jour. Hein. Alors, j'attire votre attention sur le fait que cette francophonie institutionnelle ne correspond pas à une francophonie linguistique effective. Quand vous avez comme membre de plein droit un pays comme l'Albanie, qui a une seule langue nationale officielle qui est l'albanais, et où il y a très peu d'usage du français. À la rigueur, il y a beaucoup plus d'usage de l'italien parce que c'est juste en face de l'Italie et les Albanais captent par la télévision les télés italiennes très facilement. Quand vous voyez dans la liste de ces États membres, vous l'avez vu ici, hein, l'Albanie, San Tomé et Principe, quand vous avez un État comme la Moldavie ou la Guinée-Bissau, qui sont, ça en fait deux que je vous dis, dont la langue principale officielle est le portugais plus un créole d'origine portugaise, vous voyez bien qu'il ne s'agit pas d'États francophones au sens où on vit, on travaille, on s'éduque, au moins partiellement en français. Le français y occupe une place extrêmement marginale, bien sûr. Hein. Si vous regardez les membres associés, vous avez Chypre, les Émirats, le Ghana, qui est un pays anglophone, le Kosovo, le Qatar et la Serbie. Et là aussi, vous pouvez vous demander ce que ces États ou provinces, mais là on comprend pourquoi, ont de francophones. Évidemment, pas grand-chose, sauf la Nouvelle-Calédonie, mais ils sont associés parce qu'ils y ont des intérêts géopolitiques. Leurs voisins, leurs partenaires principaux sont des grandes puissances francophones, et donc voilà, ils décident de se tourner vers cette organisation intergouvernementale, non pas pour des raisons linguistiques, mais surtout pour des raisons politiques, parfaitement compréhensibles par ailleurs, évidemment. Hein. Regardez, vous avez la Macédoine du Nord, pour prendre un autre exemple. Et parmi les observateurs, vous voyez que vous avez toute une série de pays d'Asie, de pays d'Europe centrale, Géorgie, Hongrie, d'Europe du Nord, Lettonie, Lituanie, Europe centrale à nouveau, Monténégro, Europe du Nord, Pologne, Europe centrale, Slovaquie, Slovénie, République tchèque, Ukraine. Ces États-là sont observateurs parce qu'ils cherchent à appartenir à des alliances géopolitiques internationales fortes comme la francophonie institutionnelle, pas parce qu'ils sont francophones. Donc, il faut bien faire attention quand on parle de francophonie, on ne parle pas forcément d'une francophonie pratique, effective. Ce qui n'empêche pas que ces États s'engagent évidemment à développer un peu d'enseignement du français. Évidemment, ils ne peuvent pas négliger complètement le rapport à la langue française, mais c'est un rapport qui reste marginal. De tout ça découle le fait qu'il existe donc une francophonie politique institutionnelle et une francophonie pratique, linguistique, que je vous propose plutôt de décliner en 5 grands types de francophonie, pratique, effective, linguistique. Alors, ce n'est pas des catégories qui sont très originales, certaines sont très connues, hein, je vous les présente rapidement. Ce qu'on appelle la francophonie du Nord, on l'appelle du Nord parce que la plupart des sociétés qui y participent sont dans l'hémisphère Nord. Hein. Il s'agit de la République française, justement, de la partie francophone de la Belgique, de la partie francophone de la Suisse, du Canada et notamment principalement du Québec. Qu'est-ce que ces francophonies ont en commun? Elles ont en commun que le français y est langue officielle, que le français y est principale et parfois même unique langue d'éducation, et que le français y est aussi la principale langue première de la population.
Et donc, il y a une espèce de superposition de rapport à la langue française, à la fois comme langue familiale, comme langue éducative, comme langue officielle, si vous voulez. La francophonie qu'on appelle francophonie du Sud, pour la même raison, est constituée principalement de sociétés qui sont situées dans l'hémisphère sud ou, disons, dans l'ancien empire colonial français qui est plutôt au sud de la France, hein, comme vous avez vu sur la carte, y compris le Maghreb qui est dans l'hémisphère nord, mais qui fait partie du sud par rapport à la France et notamment à son pouvoir parisien. Alors, qu'est-ce qui caractérise la francophonie du Sud? C'est que le français y est très souvent langue officielle, parfois même seule langue officielle. Il y est principale langue d'éducation, ou en tout cas langue importante d'éducation, même s'il y a parfois une autre langue d'éducation qui occupe une grande place, c'est le cas de l'arabe au Maghreb. Mais il n'y est pas la langue principale de la population. Les gens qui grandissent en français dans la francophonie du Sud sont des petites minorités dans des familles justement qui relèvent plutôt des élites politiques, économiques et donc souvent culturelles et linguistiques des sociétés en question. Vous reconnaissez dans cette francophonie du Sud, en gros, l'ancien empire colonial français extérieur, si vous voulez, le Maghreb, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, Madagascar, etc. Hein, voilà. Entre les deux, j'ai proposé d'identifier un peu à part une francophonie que j'appelle créolophone. Je propose de l'identifier à part parce que le contact du français avec un créole d'origine française, hein, le créole est issu, enfin, ces créoles-là sont issus du français comme le français est issu du latin, si vous voulez, ou comme les langues romanes sont issues du latin. Ces sociétés-là ont une histoire particulière, hein, la plupart du temps, c'est d'anciennes colonies qui ont fonctionné par ce qu'on appelait la société de plantation et par l'esclavagisme. Hein. Certaines sont devenues indépendantes, je pense à Haïti par exemple, certaines sont restées des territoires français, pensez à la Martinique, à la Guadeloupe, à pour partie la Guyane qui est votre voisine, pensez à la Réunion, à l'île Maurice qui est devenue indépendante après avoir été britannique alors qu'elle était française au départ. Voilà, ce genre de situation-là, ce sont des sociétés tout à fait spécifiques, souvent insulaires, et il y a une continuité très forte entre la langue française et le créole mauricien, ou le créole réunionnais, ou le créole guyanais, ou martiniquais, ou haïtien, ou guadeloupéen, etc. Vous voyez ce que je veux dire, ou de Sainte-Lucie, bon voilà. Et comme il y a une très très grande continuité, puisque le créole est issu du français, il y a une grande porosité. Et donc, on est dans des sociétés où il est souvent difficile de distinguer ce qui relève du français et ce qui relève du créole. Hein. Un sociolinguiste martiniquais, d'ailleurs, Lambert Félix Prudent, a proposé de dire que, par exemple, à la Martinique, la langue principale utilisée est ce qu'il appelle un interlecte, c'est-à-dire une langue faite de pluralité et de comment on pourrait dire, de mélange, mais le mot n'est pas négatif dans ma bouche, hein, de métissage dans ces sociétés-là entre du français et du créole. Donc, c'est des sociétés où on a souvent du français créolisé ou du créole francisé de façon complexe, avec évidemment parfois des gens qui parlent un français très nettement français, même s'il a des influences créoles, par exemple, dans sa prononciation, ou un créole qui peut être très nettement créole avec, entre guillemets, peu d'influence du français, sous réserve que le créole lui-même était au départ du français. Donc, vous voyez que dans tous les cas, il y a des liens. Je propose d'ajouter à ces trois francophonies qui sont très localisées sur le plan territorial, des francophonies qui le sont moins. Alors, ce que j'appelle d'abord les francophonies ponctuelles. Les francophonies ponctuelles, c'est des sociétés dans lesquelles il y a des groupes de locuteurs francophones de façon importante, de façon durable, mais dans des sociétés qui ne sont pas du tout repérées comme francophones. Et pourtant, il y a une francophonie dans ces sociétés-là. Alors, certaines sont mieux connues que d'autres, hein, d'autres pourraient vous surprendre. Par exemple, il y a une francophonie ponctuelle nette au Portugal. Alors ça s'explique très bien sur le plan historique. Hein. Une bonne partie
de la population portugaise a fui le Portugal au moment de la dictature de Salazar au XXe siècle. Une bonne partie est allée vivre et travailler en France, en Belgique, au Luxembourg, donc dans des zones francophones, a maintenu des liens avec sa famille. Et puis quand le Portugal est redevenu démocratie, vous connaissez cette histoire-là évidemment, ils ont pu retourner au Portugal, soit s'y réinstaller et y vivre définitivement, soit y revenir de façon très régulière, parce que c'est pas loin, c'est facile d'aller d'une partie de la France ou de Belgique francophone au Portugal. Et du coup, il y a au Portugal, on estime 1/5 de la population qui est francophone, et parfois francophone, langue quasi première ou première. Tous les francophones qui sont allés au Portugal ont fait l'expérience de pouvoir communiquer facilement en français avec des Portugais pour obtenir un service dans, je sais pas, une agence de tourisme, un hôtel, la gare. Moi, j'ai une expérience à la gare de l'aéroport de Lisbonne, comme ça. Bon, voilà. Il y a une francophonie ponctuelle en Israël parce qu'une partie des populations juives qui ont été se réfugier en État d'Israël, dans l'État d'Israël après la Seconde Guerre mondiale, sont issus du Maghreb. Et donc, ils étaient citoyens français depuis la colonisation française et francophones. Voilà, je pourrais multiplier les exemples comme ça si vous le voulez, mais c'est pour vous donner des exemples de francophonie ponctuelle. Enfin, la francophonie didactique, et c'est celle qui vous intéresse peut-être le plus, c'est la francophonie constituée par toutes les personnes qui sont des millions dans le monde, partout dans le monde, qui apprennent et qui enseignent le français. Alors, je vais vous montrer des cartes, mais vous ne savez peut-être pas que le français est la langue la plus enseignée au monde, avec l'anglais, bien sûr, mais l'organisation de l'enseignement du français dans le monde est la plus importante du monde. Elle est plus organisée que l'enseignement de l'anglais. Il y a tout un système de réseau de diffusion d'enseignement du français dans le monde qui est le plus important du monde en quantité, nombre de pays, nombre de personnes, nombre d'institutions. Et il y a des centaines de milliers de personnes, probablement des millions de personnes qui apprennent, et en tout cas qui ont appris le français par la voie didactique, à l'école, à l'université, dans des alliances françaises, dans des instituts français, dans une université comme l'université de São Paulo, par exemple. Hein. Et ces gens-là, il ne faut pas les négliger, évidemment, parce qu'ils constituent un groupe important, puis ils constituent aussi des locuteurs du français un peu partout dans le monde, qui ont évidemment aussi développé leur propre façon de parler français. C'est normal, puisque elles sont toujours, comme partout, en situation de contact de langue. Et si vous prenez en compte toutes ces francophonies linguistiques effectives, vous vous rendez compte que vous avez affaire d'abord à des francophonies partiellement différentes, donc on va y trouver des pratiques du français, des usages du français, des statuts du français qui ne sont pas les mêmes, mais aussi des francophonies qui vont créer des dynamiques francophones. Hein. Aujourd'hui, on sait par exemple, je vais y revenir, que dans très peu de temps, probablement dans 10 ou 20 ans, il y aura plus de francophones en Afrique centrale qu'il n'y en a en France, ce qui peut renverser au moins sur le plan quantitatif les pôles de la francophonie, un peu comme il y a aujourd'hui plus de lusophones au Brésil qu'il n'y en a au Portugal, ce qui a des effets sur le rapport à la langue portugaise que vous connaissez mieux que moi. Alors, voici rapidement quelques cartes. Ici, des cartes vous représentant les statuts officiels du français ou officieux du français dans le monde. Hein. Vous avez en bleu les États ou les gouvernements dans lesquels le français est langue officielle ou co-officielle. Vous avez en vert les États et gouvernements dans lesquels le français est langue co-officielle ou a de fait un statut équivalent à un statut de langue officielle, même si ça n'est pas écrit dans les textes juridiques des États en question. Je vous donne pour exemple, justement les pays du Maghreb hein, que vous voyez ici, là, hein, c'est-à-dire des pays dans lesquels l'usage du français est très très développé, y compris par les administrations, par les institutions et évidemment dans les systèmes scolaires des pays en question. Ici, vous avez une carte de répartition des locuteurs de la langue française et vous voyez que l'Afrique subsaharienne, à elle toute seule, a déjà dépassé en quantité, hein, en locuteurs quotidiens du français, toutes les autres zones du monde, y compris la zone européenne dans laquelle se trouve la France, mais vous savez aussi Belgique, Suisse, Luxembourg, Principauté de Monaco, etc.
ici, vous avez une carte représentant de façon approximative, mais c'est pour vous donner une idée hein, de l'enseignement du français dans le monde. Alors, elle date un petit peu, elle a une dizaine d'années maintenant, il faudrait que je la mette à jour, mais il est probable que les choses ont peu changé, hein, sauf cas tout à fait particulier, par exemple, comme la Syrie, où l'apprentissage du français est obligatoire à l'école, mais vu la situation de la Syrie depuis le début de la guerre il y a une dizaine d'années, on peut douter que ça se réalise, mais excepté des situations ponctuelles comme ça, vous avez des choses qui sont relativement stables, et donc vous avez en violet là où le français est la langue première et la langue d'enseignement, en rose, je dirais, je ne sais pas comment vous voyez cette couleur, hein, là où le français est la principale langue d'enseignement, mais où il est une langue seconde pour les populations. En orange, là où il partage avec d'autres langues, et notamment dans ces pays-là avec l'arabe. Et vous avez en jaune des États, des pays, des sociétés dans lesquels le français est l'une des langues les plus enseignées, souvent la langue la plus enseignée comme langue étrangère. Hein. Et vous y retrouvez bien sûr des pays anglophones, puisque par définition, quand votre langue première est déjà l'anglais, quelles sont les deux autres langues internationales les plus répandues vers lesquelles vont se tourner les familles et les enfants? Ça va être soit le français, soit l'espagnol, puisque, comme vous le savez, dans l'ordre, les langues les plus répandues au monde sont les plus diffusées sont l'anglais, le français, puis l'espagnol. Et donc, ça vous montre aussi une diffusion très importante de l'enseignement-apprentissage du français dans le monde. Et vous y voyez ici un pays qui vous est cher, dans lequel, vous le savez, jusque dans les années 70, je n'ai plus la date précise en tête, mais quelqu'un parmi vous saura préciser, l'enseignement du français était quasiment systématique pendant une partie de la scolarité. Si vous regardez la répartition des gens qui apprennent le français langue étrangère en 2018, donc c'est relativement récent, là aussi la source est l'OIF, hein, ben vous voyez ici que vous avez des zones de très forte diffusion, notamment l'Europe, notamment l'Afrique et l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, donc le monde qu'on peut appeler en gros arabophone pour faire court, hein, qui représente à lui tout seul presque la moitié des apprenants de français dans le monde, un quart pour l'Afrique subsaharienne, et pour la zone qui vous concerne, vous, 8%, ce qui n'est pas négligeable, mais qui est bien sûr moins important, et on comprend bien pourquoi. Hein. C'est surtout dans les zones où le français a joué un rôle historique et joue un rôle aujourd'hui encore important dans la vie institutionnelle, dans la vie politique, dans la vie économique, que les gens vont apprendre le français parce qu'ils en ont besoin, y compris pour leur réussite éducative et pour leur ascension sociale. Du coup, ça aboutit au fait que le français varie, comme toute langue varie, au moins selon 4 grands axes que vous connaissez bien, je crois. Hein. Une langue varie dans le temps, on ne parle pas la langue de la même façon à 2 époques différentes, ni même dans 2 générations différentes. Les grands-parents ne parlent pas le français de la même façon que les jeunes enfants, mais c'est vrai aussi, bien sûr, pour le portugais au Brésil ou l'espagnol le castillan en Argentine, pour prendre des exemples que vous connaissez de près, les unes et les autres ici. La langue varie géographiquement, c'est ce dont on vient de parler. On ne parle pas le même français de la même façon dans 2 régions de France, en Bretagne, en Provence, à Paris et en Corse. On ne parle pas le même français en Belgique et en France ou en Suisse ou au Canada, ni même évidemment qu'au Maghreb, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, ou bien sûr chez des apprenants de français, par exemple brésilien, argentin ou ailleurs dans le monde. Ça va aussi totalement, comme toutes les langues, on ne parle pas le même français selon qu'on est d'un milieu social ou d'un autre, et notamment en termes de stratification, selon qu'on est plutôt du côté des classes populaires, des classes moyennes ou des classes dominantes. Et bien sûr, on ne parle pas français de la même façon selon la situation de communication dans laquelle on se trouve, puisqu'on utilise toutes les variations pour faire des choix, pour avoir des stratégies, soit d'adaptation, soit d'affirmation de soi dans les interactions, dans les échanges communicationnels. Alors, je vous donne rapidement, je vous les ai promis, quelques exemples de cette variation du français. Ici, vous avez en France, dans la francophonie du Nord, en France, en Belgique, en Suisse et au Québec, ici à gauche, hein, les mots usuels qui sont employés pour désigner le morceau de tissu qu'on utilise pour laver le sol. Hein. Et vous voyez que le mot le plus répandu que vous connaissez, c'est celui qu'on enseigne en général, c'est serpillière, mais qu'il y a toutes sortes d'autres mots qui sont utilisés. Dans ma région d'origine, on appelle ça la pièce à frotter. Vous voyez qu'au Québec, on va dire aussi une vadrouille, une moissingue, une toile, une panosse,
ou la frégone. Voilà, des exemples tout simples de mots de la vie quotidienne. Ici, vous avez les cartes d'un jeu qui a été publié par les éditions A6000, hein, qui s'appelle Francophonie, que j'ai dirigé, dont j'ai dirigé l'organisation et que j'ai rédigé avec deux de mes collègues, Stéphanie Clerconant et Gudrun Ledeguen, à l'université Rennes 2. Et vous avez parmi toute une série de cartes, c'est un jeu qui fonctionne un peu comme un Trivial Pursuit, vous tirez des cartes et vous devez répondre. Alors vous avez des questions faciles en vert et des questions plus difficiles en rouge, hein, et vous devez répondre. Et il y a une série de questions sur les mots et expressions qu'on emploie dans le monde francophone, et je vous en projette quelques-unes pour que vous les voyiez, mais aussi pour vous montrer que ça concerne aussi bien des régions de France. Hein. Vous voyez, un mot qu'on emploie en Bretagne ou au Congo ou à Pondichéry, en l'occurrence, c'est un mot qu'on emploie en Bretagne, ça veut dire un manteau, en clair. Hein. En Provence, l'expression peu chère, que dans un département français d'outre-mer, Saint-Pierre et Miquelon, ou à La Réunion, mais aussi dans des pays indépendants comme à Madagascar, en République démocratique du Congo, au Val d'Ost en Italie, puisque c'est une zone qui est aussi francophone, etc. Je vous donne déjà, je vais revenir, vous le voyez, des ressources pédagogiques si on veut faire travailler les gens sur la diversité du français dans l'espace francophone. Alors, du coup, pourquoi est-ce qu'on aurait tout intérêt à enseigner le français langue étrangère dans une dimension francophone internationale? Eh bien, parce qu'on peut partir du constat que je vous ai montré, j'espère vous en avoir convaincu, que le français est une langue qui est principalement à forte dimension internationale. Le français, contrairement à l'image qu'en ont beaucoup de gens dans le monde, y compris les Français eux-mêmes, à tort, le français n'est pas ni exclusivement ni principalement la langue de la France. Le français est une langue internationale. Bien sûr, elle vient de France, elle vient même d'une petite partie de la France qui est la région parisienne, mais elle s'est répandue partout dans le monde. Et du coup, puisque c'est une langue aussi diffusée dans le monde, ce serait quand même dommage de l'enseigner, de l'apprendre comme si c'était exclusivement la langue d'un pays, comme aujourd'hui on peut apprendre par exemple, allez, mettons l'italien qui est parlé dans plusieurs pays, mais surtout en Italie, ou le grec moderne, ou l'albanais, on en parlait tout à l'heure. Ben non, quand vous apprenez le français, vous apprenez plutôt une langue qui est arrangée avec l'anglais, l'espagnol, le portugais comme des langues à grande dimension internationale. C'est la deuxième langue la plus répandue au monde, bien davantage que comme la langue de la France ou comme la langue de Paris. Et du coup, ça vous ouvre des univers communicationnels, des univers culturels bien plus vastes, et ce serait dommage de s'en priver. Pourquoi aussi? Parce que du coup, le français est extrêmement varié, extrêmement variable, et que si vous enseignez à vos apprenants exclusivement du français standard de France, c'est-à-dire le français parlé par les classes supérieures parisiennes, parce que c'est ça le modèle du français standard, vous ne les préparez pas à rencontrer la diversité des variétés et des variations du français. Et donc, quand ils vont entendre pour la première fois quelqu'un leur parler du français québécois, quelqu'un leur parler du français sénégalais, du français d'Algérie ou du français marseillais ou du français toulousain ou du français de Bruxelles, ils vont être perdus parce que ça ne ressemble pas à la langue qu'ils ont apprise et du coup, ils ne sont pas préparés à rencontrer la réalité effective de la diversité des usages du français. Ça ne veut pas dire qu'il faut leur enseigner, j'y reviendrai si vous voulez, à parler en français québécois ou en français marseillais ou en français haïtien. Bien sûr que non. D'abord, il faut pouvoir le faire. Moi, je ne sais pas. Le français marseillais, je sais, mais le français haïtien, je ne sais pas. Mais par contre, il faut les y avoir préparés, les y avoir sensibilisés, leur avoir fait entendre, leur avoir fait accepter comme banal, normal, ordinaire, de rencontrer des variétés très diverses, très nombreuses du français, puisque ça fait partie de la dimension internationale principale, fondamentale même du français. Ça permet aussi d'adapter l'enseignement aux besoins des apprenants et à leur trajectoire de vie personnelle et professionnelle. Vous pouvez parfaitement avoir des gens qui viennent apprendre le français parce qu'ils vont faire des études au Canada. Il vaut mieux leur enseigner du français canadien, en l'occurrence du français, je ne sais pas, ontarien ou québécois, c'est principalement là, ou acadiens qu'ils vont aller faire des études, par exemple, dans des universités canadiennes francophones. Il vaut mieux leur enseigner le français qu'on va leur parler, le français dans lequel ils et elles vont étudier, plutôt que de leur enseigner le français d'un autre pays qui n'est pas le même que celui qu'ils vont utiliser pour travailler, pour faire leurs études. Donc, il faut répondre aux besoins. Je donne toujours cet exemple, pardonnez-moi, certains ici l'ont peut-être déjà entendu, mais j'ai eu des étudiants qui faisaient des stages dans des endroits où on enseigne le français
dans la Caraïbe, en Floride, et qui constatait que les gens qui venaient y apprendre le français venaient pour travailler dans les métiers du tourisme, dans les hôtels, dans les restaurants, pour faire guide touristique, les activités, vous imaginez bien, hein, de la plongée sous-marine, etc. Et leurs clients principaux, c'est qui? C'est des Québécois. Parce que, vous savez bien, hein, la Floride, c'est la Côte d'Azur du Québec, c'est le même fuseau horaire. Quand il fait -20 l'hiver au Québec, il fait +20 l'hiver en Floride ou aux alentours. Hein, et du coup, à Porto Rico ou que sais-je, et du coup, ils vont beaucoup en vacances dans ces zones-là. Évidemment, ils ont besoin de pouvoir parler avec des touristes québécois. S'ils ne comprennent pas la prononciation québécoise ou les expressions québécoises, ils feront mal leur travail, ils risquent même de ne pas réussir leur insertion professionnelle. Donc, ça peut aussi répondre à des besoins. Et puis, on ne sait jamais ce que les gens deviendront. Pour l'instant, mettons qu'ils apprennent le français de France standard parce qu'ils veulent aller à Paris, mais peut-être que dans leur vie, ils auront besoin du français dans d'autres endroits du monde. Si on les y a préparés, on les aide dans leur trajectoire personnelle et professionnelle. J'ajoute à ça un argument qui est de l'ordre de l'éthique, si vous voulez, hein, de notre mission éducative, puisque quand on enseigne une langue ou des langues, on enseigne tout court, on éduque, c'est le fait que en éduquant les gens à la diversité du monde francophone, y compris aux relations de domination qu'il y a à l'intérieur du monde francophone, vous les préparez à accepter la diversité des gens à travers la diversité des façons de parler, et donc à trouver normal et à trouver légitime qu'on soit francophone si on n'est pas un blanc français parisien bourgeois, mais qu'on est un Sénégalais de classe moyenne ou un paysan ontarien ou que sais-je encore. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, ou un ouvrier marseillais ou un mineur wallon. Voilà, c'est l'idée d'accepter ça, d'être éduqué au fait qu'il n'y a pas une seule bonne façon de parler français qui serait le modèle d'une certaine population, mais qu'il faut accepter cette diversité comme faisant partie du fonctionnement du monde humain et social. Et donc, notre éducation en français, du coup, rejoint une éducation interculturelle et peut-être participera à une éducation non glottophobe, puisque du coup, on ne va pas rejeter les gens à cause de leur façon de parler français ou parce qu'ils parlent aussi d'autres langues à côté du français, mais on va au contraire trouver normal que les gens parlent des français différents et qu'en plus, ils parlent d'autres langues et qu'ils puissent alterner entre les langues dans leur expression. L'avantage, c'est aussi qu'en prenant le contexte francophone international, au lieu de prendre un contexte parisien, bourgeois, vous laissez de la place à tout le monde. Alors, vous laissez de la place aux apprenants parce que du coup, puisqu'il y a plein de francophones partout sur Terre qui ont des rapports très variés au français, qui peut être leur troisième langue seulement, dans un pays où il est pourtant langue officielle, ce qui est fréquent, du coup, les apprenants, finalement, leur situation n'est pas extraordinaire. Ils sont dans la situation de beaucoup de francophones du monde, donc ils y ont déjà à leur place. Et s'ils parlent français à leur façon, parce que leur langue première est le portugais du Brésil, eh bien, ce n'est pas un problème, puisqu'il y a déjà des gens qui parlent français à leur façon, parce que leur langue première est le bambara au Mali, le kabyle en Algérie ou le provençal en Provence, pour prendre un exemple qui m'est cher et qui m'est proche. C'est pareil pour les enseignants. Vous savez qu'il y a une forte discrimination à l'embauche des enseignants de français langue étrangère, parce qu'il y a le mythe selon lequel un bon enseignant de français doit nécessairement être un enseignant qui a le français comme langue première, qu'on appelle souvent maternelle, mais j'aime pas cette expression, si possible originaire de France, ce qui fait qu'ils ont la priorité pour avoir les emplois à la place des autres. Ce qui est une forme de discrimination, parce que ces francophones-là ne sont pas des francophones plus légitimes que les autres si on replace le français dans sa dimension historique et actuelle, internationale. Ils sont des locuteurs du français parmi d'autres, hein, et on y reviendra si vous voulez, mais j'ai la conviction que les enseignants qui ont le français comme langue première ne sont pas les mieux placés pour aider leurs apprenants qui n'ont pas le français comme langue première à apprendre le français. Et puis de comparer l'ensemble des façons de parler français. Ça a aussi un avantage didactique très concret, je trouve, qui est que ça nous permet de prendre dans les différentes façons de parler français les éléments linguistiques qui sont les plus faciles à s'approprier pour nous, là où on est, hein, avec la langue que nous parlons déjà. Hein. Vous venez apprendre le français et vous parlez espagnol. Quels sont les mots du français qu'on utilise ici ou là qui sont plus proches de vos mots à vous ?
quelles sont les prononciations du français qui vous sont plus facilement accessibles que d'autres. Et donc, on peut aller chercher dans la diversité de la francophonie ce qu'on pourrait appeler un plus petit système linguistique commun, qui du coup sera plus facile à apprendre, à acquérir, à s'approprier, en tout cas au début. Hein. Je vous donne un exemple tout simple. Hein. Vous savez qu'en français, il y a, enfin, dans certaines variétés du français, en français standard, il y a une opposition entre des voyelles semi-fermées, semi-ouvertes, et, o, e, et que ça peut distinguer des mots qui ne se prononcent pas pareil. Enfin, selon qu'on prononce la voyelle différemment, ce n'est pas le même mot, il ne veut pas dire la même chose. Pardon pour cette approximation d'explication phonologique. Mais il y a aussi plein de francophones du monde, et ils sont majoritaires, qui ne font pas cette différence, et j'en fais partie, hein, comme tous les méridionaux de France. Hein, je ne distingue pas les voyelles semi-fermées et les voyelles semi-ouvertes, et je prononce de la même façon. Qu'est-ce que je vais prendre comme exemple? Évidemment, c'est quand on les cherche qu'on ne les trouve pas. Côte, la chose qui monte, la route qui monte, je dis une côte avec un O ouvert, que la côte, vous savez, la côte d'un produit, je ne sais pas, à la bourse, qui s'écrit avec un O, CO, TE, et que d'autres prononcent du coup là avec un O ouvert, et ils opposent un O fermé. Moi, je prononce tout ça pareil. Et puisque moi et des millions de francophones majoritaires ne font pas la différence, pourquoi on irait embêter des apprenants qui n'arrivent pas à la faire, à s'obliger à la faire? Vous voyez ce que je veux dire? On peut donc aller chercher des plus petits systèmes linguistiques qui aident, qui facilitent l'apprentissage du français si on l'ouvre à la diversité du français dans l'espace francophone. Alors, je termine avec ça maintenant. Comment faire? Comment faire? Aller chercher des ressources. Aller chercher des ressources, il y en a plein. Mais souvent, on les ignore. Alors ici, vous avez le site qui s'appelait avant, vous savez, CIEP, qui est aujourd'hui France Éducation Internationale. Il y a un portail avec toutes sortes, ça c'est la page d'accueil du portail. Vous pouvez trouver dans ce portail toutes sortes de supports pour enseigner la francophonie et les francophonies. Et j'aime beaucoup ce pluriel, personnellement, j'y suis attaché, c'est-à-dire enseigner les diversités du monde francophone. Vous pouvez aussi aller chercher dans des travaux issus de la recherche. Ici, je vous présente un numéro de la revue Recherche et Application du français dans le monde que vous connaissez très probablement, un numéro récent qui date de 2018, hein, Enseigner la francophonie, enseigner les francophonies. Vous pouvez aussi utiliser des manuels. Il y a des manuels. Ici, alors pour ne pas faire de publicité, je ne vous dirai pas lequel, mais ici, vous avez un manuel dans lequel vous allez trouver, par exemple, hein, vous voyez le fait que selon les pays, là évidemment, ça ne vous étonnera pas, on est en Ontario, donc État bilingue à dominante anglophone, mais aussi francophone du Canada, où vous avez le panneau Stop qui est traduit en français arrêt, mais aussi, et c'est important, excusez-moi, je suis parti trop vite, dans le même manuel, un panneau où vous avez le mot en français et le mot en langue autochtone, puisque vous le savez bien sûr, le Canada a été, avant les colonisations françaises et britanniques, peuplé de ce qu'on appelle nous les Amérindiens, des peuples premiers, comme ils disent là-bas, les Premières Nations, hein, qui ont leur propre langue. Et vous voyez qu'il y a une façon d'enseigner le français sans négliger la diversité linguistique, d'autres façons, puisqu'en France on dit un stop, hein, on ne dit pas un arrêt, mais en Canada francophone on dit un arrêt, et sans négliger d'autres langues au contact du français arrêt, ici une langue amérindienne. Ça, c'est le jeu dont je vous parlais tout à l'heure, hein, francophonie au pluriel, le grand jeu de toutes les langues françaises. Et vous voyez que son intitulé est presque provocateur en parlant des langues françaises au pluriel, qui est le jeu publié par les éditions Assimult, un jeu éducatif qu'on a essayé de rendre amusant. Si vous le connaissez, vous me direz si vous a amusé ou pas, hein, comme support éducatif à la diversité du français dans les espaces francophones. Voilà les exemples que je voulais vous donner et je vous propose qu'on s'en arrête là et de poursuivre par une petite discussion. Merci, j'espère ne pas avoir été trop long. Je pense que j'ai tenu l'heure que j'avais prévue. J'arrête de partager, comme ça nous allons pouvoir nous voir. Merci Philippe, obrigada. Donc je continue en portugais. C'était vraiment une conférence très enrichissante et je pense que si on lit le chat, on voit que tout le monde a déjà commencé un petit peu à interagir. Et donc voilà, donc la parole à ceux qui veulent poser des questions. Donc
allez-y, je pense qu'on n'a pas besoin de lever la main, je pense que ça peut aller comme ça. Alors, qui sera la première personne? Philippe, tu m'écoutes bien? Oui, j'entends bien. J'ai une doute, je vais te poser une question parce que dans les cours de FLE en français, malheureusement, la francophonie est abordée comme une chose abstracte. Il n'y a pas une concrétude pour parler, par exemple, la francophonie d'Algérie, du Sénégal, de l'Indochine. Et je pensais pour tous les temps, pour beaucoup de temps, que la francophonie, malheureusement, est enseignée comme une chose harmonie, comme une relation d'amitié avec d'autres pays francophones, mais peu de personnes dans les pays africains, par exemple, parlent français. Je pense que moins de 10% de la population. Et je pense que comme la francophonie, c'est une organisation internationale, si elle ferme la voie de d'autres personnes dans la colonie, c'est une chose abstracte c'est une illusion pour moi. Mhm. Comme supérer ces barrières. Ouais. Alors, je comprends parce que c'est vrai que pendant très longtemps et encore aujourd'hui de façon majoritaire, les méthodes de français langue étrangère négligent la dimension francophone, négligent fortement la dimension francophone. Je trouve que c'est vraiment gravement regrettable. Mais quand même, il y a eu des changements ces dernières décennies. Il arrive aujourd'hui de plus en plus souvent qu'il y ait dans les méthodes de français langue étrangère quelques allusions. Évidemment, elles sont secondaires. À mon sens, ça devrait être le cœur de l'enseignement du français, mais en tout cas, quelques allusions secondaires à d'autres régions ou à d'autres pays dans lesquels on parle français, notamment dans lesquels on parle français autrement que selon la norme standard de la bourgeoisie parisienne. Ça a commencé dès les années 1980, au moment de l'approche communicative, parce qu'évidemment, si vous communiquez avec des francophones, ben vous allez rencontrer la diversité du français. Mais je suis d'accord que les méthodes de français langue étrangère restent pour l'instant très franco-centrées et même très souvent centrées sur Paris, ce qui fait que pour les enseignants et les enseignantes qui veulent introduire une dimension francophone, ça vous oblige à aller produire vos propres supports. Aller chercher des supports pédagogiques où il y a de la francophonie, d'autres francophonies que celle du manuel. Mais comme je vous l'ai dit, il y a quand même aujourd'hui de plus en plus de portails qui vous proposent des supports. Hein. Pensez aussi, alors je ne peux pas tout mettre, hein, pensez aussi à TV5 Monde qui propose carrément des vidéos pour travailler le français, donc des vidéos à finalité didactique qui sont issues de la chaîne de télévision francophone internationale. Et j'ai été les regarder, vous avez des francophones qui parlent toutes sortes de français. Donc il y a des supports, mais évidemment, ça demande une démarche pour aller les chercher, alors que dans un manuel qui est déjà tout fait, clé en main, évidemment, le travail vous est facilité et il y a trop peu de diversité francophone. Oui, merci Philippe. Je crois que Fabio, il a une question qu'il a écrite, et donc peut-être à lui de poser la question oralement, Fabio. Alors, quelle est la question de Fabio? J'aimerais avoir votre opinion. Bonjour Philippe, Ouais. merci. Merci à toutes. Effectivement, c'était enrichissant. J'aimerais bien avoir... Vous avez presque répondu déjà un peu à la question, mais c'est par rapport aux matériaux, méthodes disponibles au marché du FLE, là, du marché effectivement de méthodes et tout. On est tous d'accord, comme vous venez de dire, qu'il y a un francocentrisme un peu présente, disons, et même le regard vers Paris, et toute cette mais la question, j'aimerais avoir votre avis, si cela vient d'une motivation linguistique, c'est pour créer un français standard, soi-disant, un niveau seul, je ne sais pas, de français pour finalement après découvrir la francophonie, ou si il s'agit finalement des intérêts commerciaux. Et qui Suelen a posé la question aussi, pouvons-nous donc attendre la production et propagation d'une méthode
pour de vrai altéritaire et pluriel, surtout pour les jeunes profs qui n'ont pas vraiment l'astuce, la rapidité d'adapter toujours le matériel, qu'on doit finalement suivre une méthode au jour le jour. Je dis pour les profs débutants, mais je dis aussi nous, dans notre vie folle d'enseignants de français langue étrangère, ça viendra. Je ne sais pas, votre avis? Alors, à ma connaissance, mais je ne connais pas toutes les méthodes de français parce qu'il y en a énormément, c'est un vrai marché commercial très très important. À ma connaissance, il n'y a pas encore aujourd'hui une vraie méthode d'enseignement du français dont le choix fondamental serait de présenter le français dans la diversité des usages du monde francophone. À ma connaissance, peut-être qu'il y en a, mais je ne les connais pas. En tout cas, s'il y en a, c'est vraiment, il doit y en avoir une ou deux parmi les centaines qui sont disponibles. La deuxième partie de votre question, c'est pourquoi. Alors, la finalité de la diffusion, enfin, les raisons de la diffusion d'un français exclusivement standard de France ne sont ni commerciales ni pédagogiques, elles sont idéologiques. C'est parce que sur la langue française telle qu'elle a été élaborée socialement et historiquement, pèse une idéologie du standard, une idéologie de la norme, et que les gens sont éduqués à ça. Surtout en France, on les éduque, on leur fait croire, parce qu'évidemment c'est faux, puisque c'est une idéologie, c'est une croyance, hein, on leur fait croire qu'il y aurait un vrai français qui serait le bon français, qui est le français sur le modèle, alors comme le disait Fouché, de la conversation soignée de classe cultivée parisienne. On leur fait croire que ce français, ça serait le seul bon français qui serait supérieur aux autres. C'est lié au projet politique français de créer une nation homogène et d'assurer la domination de la bourgeoisie dont la langue devient la langue du pouvoir, la langue de référence dans cette société-là. Et du coup, c'est cette France-là qui, après la Révolution française, devient le pouvoir colonial. Et donc, c'est l'idéologie de cette France coloniale qui va façonner la diffusion du français dans le monde, de cette France colonialiste d'ailleurs, qui va façonner la diffusion du français en France. Parce qu'en France, c'est la même chose. Hein. Dans les manuels de français, il n'y a pas la diversité du français de France. Hein. Il y a un seul français, c'est le français standard parisien. Il y a quelques petites touches secondaires parfois, mais très, très marginales. Hein. Et donc, voilà, c'est cette idée, c'est une idéologie linguistique qui s'appuie sur une idéologie, je dirais, à la fois nationalitaire, sinon nationaliste et aussi élitiste, que s'appuie cette vision de la langue. Alors évidemment, c'est toujours, une fois qu'on est rentré dans un mode comme ça, qu'on pense comme ça, on a beaucoup de mal à imaginer qu'on puisse penser autrement. Une fois qu'on a toujours vu des méthodes de français avec une seule variété de français, on a du mal à imaginer d'enseigner du français avec plusieurs variétés. Mais quand on est habitué à de la diversité linguistique, on sait que c'est pas plus compliqué. Moi, ma propre langue familiale, qui est le provençal, est une langue pour laquelle il n'y a pas, et nous ne voulons pas, de normes standards. Donc, il y a des façons différentes de parler provençal selon de quelle région de Provence vous êtes. Et dans les manuels de provençal, moi-même j'en ai rédigé, j'en ai publié des manuels pour enseigner le provençal, on propose aux gens différentes façons de parler provençal en fonction des choix qu'on fait, des lieux dans lesquels on se trouve, etc. C'est pas compliqué du tout à mettre dans une méthode. Ça marche très bien. Simplement, il faut pouvoir penser une méthode plurielle au lieu de penser dans le cadre d'une méthode, je ne sais pas comment on pourrait dire, monolinguistique, si vous voulez, ou mononormative. Merci. Je pose une question. Alors, je ne sais pas qui distribue la parole. C'est moi, mais c'est bon parce que j'ai vu. Alors, pour l'instant, je sais qu'il y a Vivien, il y a Gabi. Gabi, vas-y, après Vivien, je pense. Je sais pas si... Pardon, c'est rapide. C'est seulement un petit commentaire sur ce que Philippe vient de dire. Hein. Pardon, Gabi. C'est par rapport à cette histoire d'unité. J'interromps Gabi parce que, en fait, je pense qu'après le sujet va se perdre. Mais cette histoire d'idéologie et unité, j'ai pu bien sentir pendant mon échange en France parce que j'ai fait l'échange en Bretagne, mais j'ai aussi passé un peu de temps au Pays Basque.
et il faisait des festivals, des grands festivals de musique pendant l'été pour financer les écoles pour les petits en basque. Parce qu'il disait justement sur ça, si on perd notre langue, on a tout perdu. Et donc, c'était une manière de conserver leur culture. Ils étaient très à fond dans cette perspective-là. Voilà, c'était ça. Merci. Très intéressant. Donc, bonjour monsieur, merci beaucoup pour votre conférence. C'était vraiment très enrichissant d'apprendre tout cet historique du français. Je vais poser la question là en vous écoutant maintenant parler de ce besoin vraiment de travailler la francophonie en salle des classes. Je pense que depuis pas mal d'années, on en discute, on y réfléchit, on est tous conscients de ce besoin. Mais vraiment dans la pratique, moi je me demande, je travaille, je ne suis pas dans une institution, je suis professeur particulier, j'ai entre 25 et 30 élèves par semaine. Et à chaque fois que j'ai essayé, je veux dire, à des rares exceptions près, je ne parle pas d'un élève que je prépare pour partir habiter au Canada ou de quelqu'un qui a un projet avec un client africain. Ça, ce sont des cas à part. Évidemment que là, ils sont bien disposés à vivre cette francophonie et aller au-delà. Mais dans le cas de mes cours, ce que je ressens, c'est qu'à chaque fois que j'essaye d'intégrer cette francophonie pour des élèves qui ont ce repère de la France bourgeoise, etc. Parce qu'ils veulent y partir en vacances, parce qu'ils veulent consommer sa gastronomie, ou parce qu'ils veulent vivre cette culture qu'ils ont idéalisée. À chaque fois, je me confronte vraiment à des résistances. Donc, ils se disent, mais à quoi bon d'apprendre une chose en français si spécifique? C'est avec les français standards, je peux aller partout. Alors, si je parle en français du Congo ou en français québécois, j'arrive en France, peut-être je me ferai pas comprendre. Donc, Voilà. Allô, la connexion n'est pas très bonne. Non, la connexion n'est pas très bonne. J'entends plus ce que dit Gabriela, mais j'ai entendu l'essentiel de la question. Je comprends qu'il y ait des résistances, mais les arguments sont faux, parce que les résistances sont plutôt de l'ordre, disons, de l'adhésion à un mythe. Hein. Les gens ont un mythe de langue française dans la tête et quelqu'un vient leur casser le mythe. Alors c'est terrible quand on vient vous casser un mythe et on vous dit mais non, le français c'est pas ça, c'est tout autre chose. Évidemment, bon, il y a tout le mythe du français, vous savez bien, langue de la littérature, langue de la clarté, langue liée à toute une série de glorioles françaises. Mais par contre, les gens se trompent en croyant que parce qu'ils vont parler dans un français standard, ils vont être compris partout, comme si le français standard était une langue plus répandue que les autres variétés de français. C'est pas vrai du tout. Il y a plein d'endroits, y compris en France, où si vous parlez le français qu'on vous enseigne à l'école, les gens vous comprennent pas ou vous comprennent mal. Et en plus, ils risquent de se sentir, de vous percevoir comme quelqu'un de méprisant, de hautain, parce que vous parlez une langue un peu aristocratique ou bourgeoise et que vous les méprisez. Et donc, ça ne va pas du tout faciliter la communication. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en France, il y a des francophones de partout sur Terre. Donc, vous allez aussi, pour vivre en France, avoir à entendre parler des francophones du Maghreb, des francophones du Congo, des francophones de Côte d'Ivoire, des Mauriciens, etc. Tout comme vous allez entendre dans votre vie quotidienne des gens parler du français du Sud, du français du Nord, du français de l'Ouest. Et donc, l'argument selon lequel il y aurait une variété de français qui serait comprise par tous les autres, celle qu'on n'a pas besoin de sous-titrer à la télévision, alors que les autres variétés de français ne seraient pas comprises partout, et c'est pour ça qu'on les sous-titre à la télévision, ce que je trouve personnellement scandaleux, c'est un mensonge, c'est un faux argument. Mais je comprends que les gens y croient puisqu'on le leur a diffusé. Mais non, vous avez besoin de la diversité du français pour vivre, y compris en France, c'est clair. Dans la vie quotidienne, la grande majorité des Français de France ne parlent pas en français standard, ils parlent des français populaires, variés, et il faut comprendre et être préparé à ça si on veut vivre avec les gens. Merci. Et ce n'est pas un peu un français du rêve, parce que je me souviens quand je suis tombée amoureuse de la langue française, j'avais acheté cette idée des Français de Paris. Je ne voulais pas apprendre un autre français parce que j'étais amoureuse de ces Français-là que j'avais vus au cinéma
et tous ces films et ces histoires. Je voulais vivre ces histoires, en fait. Et donc, ouais, c'est ça, hein, c'était le but. Ah oui, oui. Et après, quand je suis arrivée en France, j'ai découvert une autre chose, d'accord? C'était vraiment une ouverture d'esprit, hein, surtout parce que je ne suis pas restée à Paris. Donc, et là, aujourd'hui, je suis beaucoup plus ouverte à cet autre côté-là parce que c'est très vaste, il y a plus des possibilités, n'est-ce pas, et du niveau culturel et tout. Mais je pense que c'était des étapes. Donc, premièrement, il fallait connaître le français de Paris et tout, pour moi, hein, dans mon expérience. Et après, finalement, s'ouvrir à d'autres choses, comme une ouverture d'esprit, vraiment. Je comprends, alors qu'on l'appelle mythe ou qu'on l'appelle rêve, je vois bien, c'est le même genre de choses et c'est toujours difficile hein, de confronter les mythes et les rêves à la réalité. Mais vous voyez, ce matin, j'écoutais sur France Culture, il y a eu un extrait d'une émission où était interviewé Louis Aragon en 1962, je crois, ou 64. Hein, et j'étais frappé, c'est l'époque où les gens apprenaient vraiment le français à l'école. La plupart d'entre eux ne le parlaient pas dans leur famille et même si on parlait français dans leur famille, on parlait des français populaires, on ne parlait pas un français standard. Et c'est l'époque où l'école est très normative. Et donc Aragon parle, comme souvent les gens, les intellectuels de cette époque-là, quand on l'entend parler, il parle un français qui paraît extrêmement artificiel. On a l'impression qu'il lit un texte littéraire très élaboré. Depuis maintenant 50 ans plus tard, le français est devenu la langue usuelle et quotidienne. Et du coup, les gens ne parlent pas un français comme ça. C'est fini ce français-là, ça. C'est devenu extrêmement rare. C'est presque une pièce de musée. Moi, je dis toujours à mes étudiants, la plupart des étrangers qui viennent, par exemple dans notre master, on a à peu près un tiers d'étudiants francophones étrangers qui viennent dans notre master à Rennes 2, ils disent toujours la même chose. On leur a jamais appris ça, mais quand ils arrivent en France, l'un des premiers mots qu'ils entendent et qu'ils ne comprennent pas, c'est « je sais pas ». Et on leur a jamais appris « je sais pas ». On leur apprend « je ne sais pas ». Mais personne ou presque ne dit « je ne sais pas ». Hein, c'est où l'amphi A4 l'étudiant répondra « je sais pas ». Jamais il va répondre « je ne sais pas où est l'amphi A4 ». Ça n'existe pas, des gens qui parlent comme ça. Ça a peut-être existé, mais ça n'existe pas. Et donc, il faut que les gens, on les prépare à communiquer dans la vraie vie, pas qu'on leur enseigne une langue mythique que personne ne parle. Qu'on leur enseigne aussi une langue mythique en plus, moi je veux bien, si ça leur fait plaisir, c'est joli, j'ai rien contre. Mais enfin, les gens viennent aussi pour apprendre une langue, pour communiquer. En tout cas, l'approche communicative, ça date des années 80, c'est pas nouveau. Et donc, il faut leur enseigner ça, parce que sinon, ils ne pourront pas communiquer. Je me permets de faire juste un commentaire là-dessus. Ça m'a fait penser, il y a 20 ans, je donnais des cours à l'Alliance française. Et je me rappelle que d'avoir un directeur qui cherchait à ce qu'on apprenait que ce français-là, donc Aragon. Et un beau jour, il frappe à la porte et dit « Je vous ai entendu dire, ah ouais, un élève, ça s'apprend pas à l'Alliance française, c'est terrible ça, c'est un français vraiment à ne pas apprendre. » Et puis, en fin de cours, un élève a écouté ça, il me dit « Mais finalement, oui, le seul endroit de la planète où on dit oui, c'est à l'Alliance française. » C'est un peu exagéré, mais oui, il y a des tas de façons de dire ouais, oui, ouais, voilà, et il faut les connaître, c'est sûr. En tout cas, il faut les accepter. Oui, je pense que, Alena, est-ce que tu veux poser ta question ou est-ce que c'est juste un commentaire et je demande à Philippe de lire? Oui, merci beaucoup, Eliane. C'est une collègue de Canada. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Philippe. Merci beaucoup pour cette conférence. C'était vraiment excellent. Je suis tellement d'accord avec plusieurs de vos points et j'ai juste parce qu'il y avait beaucoup de commentaires, beaucoup de questions, donc j'ai laissé mon petit commentaire dans le chat. Je vois. C'est tout. Et donc, c'est vrai que ce qui me surprend en fait dans toutes ces situations, c'est que le cadre, ça existe depuis des années 2000. Et on parle toujours de la compétence plurilingue, de la compétence sociolinguistique et de leur importance, mais on ne le fait pas. Et on est en 2021.
Et on n'enseigne pas toujours cette variation, n'est-ce pas? Et même si on l'enseigne, c'est juste vers la 3e, vers les 4e années universitaires, donc vers la fin du parcours universitaire. Mais pourquoi pas dès le début? Comme vous avez très bien dit, c'est pas juste apprendre tout, mais c'est le fait de, en fait, de donner une sorte de awareness, n'est-ce pas? Oui, la sensibilisation à cette variation depuis le début. Absolument. Oui. Mais bref, je me tais. Merci beaucoup. Oui, c'était magnifique. Ouais. Merci, c'est gentil. Oui, moi je pense. Alors, il y a d'ailleurs des travaux qui ont été faits dans les années 80, à l'époque où on commençait à travailler à la didactique de la variation, qui ont montré qu'on obtenait de meilleurs résultats, y compris dans la maîtrise de la norme standard, avec des élèves à qui on avait enseigné de la variation. Et parmi les variations, il y en a une qui est la norme standard, alors que ceux à qui on enseigne uniquement une langue normée unique, après, ils ont beaucoup de mal à accepter l'idée qu'il y ait de la variation dans la langue. C'est assez logique, hein. Et moi, effectivement, je pense que quand on fait de l'éveil aux langues, language awareness en anglais, quand on travaille sur ce qu'on appelle la didactique plurilingue, je pense, d'ailleurs, plusieurs collègues et Eliane le savent bien ici, moi je parle plutôt de didactique de la pluralité linguistique, parce qu'il faut aussi non seulement préparer au fait qu'il y a plein de langues sur Terre, mais qu'aussi il y a plein de façons de parler chaque langue sur Terre. Et donc il y a cette sensibilisation. Évidemment, on ne peut pas apprendre toutes les façons de parler français, ce n'est pas humain, de toute façon personne ne les utilise toutes, mais il faut avoir intégré la pluralité linguistique dans sa conception de la langue et dans sa façon d'interagir avec les gens. Si on est prêt à ça, ça peut marcher. Sinon, on est perdu. Hein. Enfin, vous connaissez sans doute ça. Moi, je connais plein de gens qui m'ont raconté avoir appris l'anglais à l'école. Et la première fois qu'ils sont allés dans un pays anglophone et qu'ils ont entendu des gens parler anglais, ils n'ont pas compris du tout ce qu'on leur a dit. Ça pose un vrai problème d'efficacité didactique et pédagogique quand même. C'est pas normal. Enfin, moi, je trouve que c'est pas normal. Oui, absolument. Et je pense que ça va dans la même direction que l'enseignement de plusieurs langues, en plusieurs langues, en même temps, et pas juste le français en français. Je pense que c'est parallèle quand même avec la variation. Tout à fait, entièrement d'accord. Alors, je vais répondre à la question de Joselma. Voilà, c'est ça. Ce dont j'ai parlé tout à l'heure, ce n'est pas un livre, c'est un jeu. Il s'appelle Francophonie au pluriel, aux éditions Assimile. Le sous-titre, c'est le jeu de toutes les langues françaises. C'est le jeu dont je vous ai montré les cartes. Je crois que c'est à ça que vous faisiez allusion, au jeu sur la diversité de la francophonie. Il n'y a pas que des cartes où il faut deviner le sens des mots, évidemment. Il y a des choses sur l'histoire, sur la géographie, sur la chanson, sur la littérature. Le jeu est plus riche que ça. Voilà. Merci beaucoup. L'heure est venue qu'on se quitte, si j'ai bien compris. Hein. Oui, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui allait dire un mot, et ce serait la dernière chose. Oui, c'est moi, Nina. Non, c'était juste pour... déjà, merci beaucoup pour la conférence, c'était extrêmement intéressant. Et ça m'a un peu interpellée ce que Gabriella a dit sur effectivement les résistances parfois des apprenants, etc., quand on enseigne, que j'ai déjà constaté aussi. Mais après, je pense qu'on peut aussi beaucoup... Enfin, moi, je sais que je fais beaucoup de comparaisons avec la variation en portugais. Oui, bien sûr. Enfin, voilà, on peut apprendre dans un livre qu'on va dire « Oli, falo isso », mais personne ne dit ça au Brésil. On va dire « O falo pra você ». Et ce serait un peu ridicule qu'un étranger arrive et parle comme ça dans un bar. Je sais pas, moi, je suis à Rio, voilà. Donc, quand je leur donne l'équivalent, entre guillemets, en portugais, souvent, ils sont là, ah ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Ça leur paraît beaucoup plus concret. Et dans ce cas, je leur dis, bah voilà, dans ce type de situation, on peut se permettre d'enlever le ne de la négation. Ce sera beaucoup plus fluide. Il n'y a aucun problème. C'est pas parler mal, c'est normal. Voilà. Et moi, je sais que je m'appuie beaucoup, parce que voilà, au Brésil, on est quand même dans un pays immense avec énormément de variations linguistiques. Donc, ils sont souvent très conscients du fait qu'à Rio, on ne parle pas de la même manière dans le nord-est ou dans le sud, etc. Et je trouve que moi, c'est ce que j'ai fait. C'est souvent là que ça fait un tilt, entre guillemets, parce que sinon, effectivement, il y a cette image très, très forte. Donc voilà, c'était un peu partage d'expérience. Merci, c'est très utile. Et je trouve que c'est une bonne façon de contextualiser l'enseignement du français en utilisant la connaissance qu'on a du portugais du Brésil. Voilà, donc merci beaucoup, Philippe. Je pense que si tu as vu sur le chat, tout le monde a vraiment beaucoup apprécié. C'était vraiment enrichissant. Je crois que tous ont hâte de voir
la vidéo sur le site. Donc, dès que ce sera possible, là, par les monitrices et tout, on va le faire, d'accord? Et vraiment, c'était un plaisir de t'écouter, de réfléchir sur toutes ces questions. Muito obrigado. Pour moi aussi, c'était un plaisir de faire ces échanges avec vous et puis au plaisir d'une autre rencontre. Voilà, et tu as le bonjour de Joachim Dors qui m'a écrit des WhatsApp pendant que tu faisais ta conférence. Je lui ai dit que je serais Excellent. Voilà. Le monde est Très petit bien. quand même. Voilà, c'est ça, c'est ça. Merci beaucoup. Donc, écoutez, merci beaucoup à tous. Nous revenons à